Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Depuis 2019, Cyprien et sa fille Philippine, porteuse de la trisomie 21 et d'une cardiopathie, parcourent les tronçons de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis Paris chaque été. Ensemble, on revient sur le moment où Cyprien a eu le déclic de réaliser cette envie de toujours de faire le chemin de Compostelle et de sa volonté de relever le challenge avec sa dernière fille Philippine. Car pour lui, le handicap est aussi une opportunité de relever des défis. Ils ont déjà parcouru 4 tronçons sur les 6, soit 2000 km à pied. Le premier de Paris jusqu'à Vézelay en 2019, puis de Vézelay à Bénévent-l'Abbaye en 2020, de Bénévent-l'Abbaye jusqu'à Sainte-Foy-la-Grande en 2021, puis de Sainte-Foy-la-Grande à Roncevaux l'été dernier. Alors Cyprien en profite pour nous expliquer les préparatifs, la cagnotte, le matériel, les itinéraires, l'organisation, avant de repartir dans quelques jours pour parcourir le tronçon de Roncevaux jusqu'à Léon cette fois. Le but, à travers cette belle aventure père-fille, faire connaître la trisomie 21 et profiter des rencontres, au gré des chemins, des opportunités, des joies et bien sûr des galères. Et c'est bien de tout cela dont on parle dans cet échange, alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Hello Cyprien. Bonjour Adèle. Bienvenue dans le podcast. Ouais, merci. Ça me fait tellement plaisir de discuter avec toi aujourd'hui parce que ça fait plus d'1 an qu'on parle de se rencontrer quand même. Donc il était temps, hein. Exactement. Et c'est ce qu'on disait juste avant. Voilà, parfois c'est pas le moment et là c'est le moment. Donc je suis très heureux de pouvoir partager ça avec toi et puis avec vous tous qui nous écoutez notre aventure Compostelle Père-Fille. Pour commencer, j'aimerais beaucoup que tu te présentes donc pour les auditeurs, nous donner ton prénom, ton âge, où est-ce que tu habites en France et puis peut-être nous dire quelques mots sur ton parcours professionnel. Oui, alors donc je m'appelle Cyprien, j'ai 46 ans, on habite à Paris depuis une vingtaine d'années et j'ai plusieurs activités de conseil, de formation et de coaching. Donc je jongle avec plusieurs activités en plus de tout le reste. Waouh! Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta passion pour le voyage? Déjà, est-ce que tu en as une? Et si oui, d'où est-ce qu'elle te vient? Oui, alors c'est super comme question et quand on écoute tes autres podcasts, c'est toujours marrant parce que moi je réfléchissais à ce que j'allais dire et puis tout le monde a des super trucs dans son enfance, a fait des super voyages. Puis je me suis dit mais mince, mais qu'est-ce qu'on a fait comme voyage? En fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tant voyagé que ça, mais je dirais que j'ai voyagé un peu virtuellement en fait. Virtuellement parce que à travers des livres, c'est vrai que je lisais beaucoup et je lisais beaucoup des livres d'aventure, des livres d'explorateurs et ça me faisait rêver. Donc je voyageais un peu comme ça virtuellement. C'est vrai qu'il y a certains bouquins que j'ai lus 10, 15, 20 fois parce que ça m'inspirait beaucoup. Et je savais pas tellement pourquoi ça m'inspirait parce que après tout, je l'avais pas mis en œuvre et on n'avait pas spécialement voyagé. Peut-être qu'il fallait que ça prenne un petit peu de temps, que c'est resté. Et voilà. Et puis un autre chose, c'était aussi au niveau là aussi virtuellement, au niveau des documentaires. J'ai 4 sœurs, ça les faisait marrer parce que je regardais des reportages et des documentaires sur les animaux, sur les trucs. Alors elles, ça les saoulait. Mais moi, c'était aussi une façon de voyager et de voir autre chose, de voir des façons différentes de faire, d'être, de penser. Je pense que c'est plus venu de ce côté-là et puis bah voilà, ça a émergé. Il a fallu un peu de temps, parce qu'on a démarré avec Philippine sur le chemin de Compostelle il y a maintenant quasiment 5 ans. Donc il a fallu que ça mûrisse, mais ça a bien mûri et voilà, plein de beaux projets dont on va parler pendant le podcast. Donc
on va rentrer dans le détail après, mais quel type de voyageur tu es? Qu'est-ce que tu pourrais dire du coup sur Ah comment oui, tu es toi en elle voyage? est super cette question. J'adore la façon de répondre et c'est vrai qu'on voit qu'on a des attitudes différentes, aussi bien sur la préparation du Ouais, voyage que sur la façon de vivre ce c'est ça. voyage. Bah, c'est intéressant de voir aussi comment ça a évolué. Typiquement, quand on a commencé sur Compostelle-Père-Fille, j'étais du genre à avoir mon fameux fichier Excel, comme beaucoup, avec toutes mes Oui, étapes pas mal dans en tous les fait, hein. sens, le nombre de kilomètres, où est-ce que j'allais m'arrêter, où est-ce que ce serait sympa de s'arrêter, qu'est-ce qu'il fallait voir. Et c'était super. Et à ce moment-là, dans le cadre de la préparation, c'était vraiment important pour moi de le faire. Je pense qu'il y a un petit côté rassurant à se dire bon bah j'arrive à me projeter, j'arrive à me dire bah ça va le faire, voilà en termes de kilomètres, en termes d'hébergement. Donc je pense que c'était un moyen de se rassurer. Donc ça c'était très vrai il y a 5 ans quand on a démarré. Et je vois notamment sur le dernier tronçon, on pourra y revenir. Oui, bien Mais sûr, très on va en clairement, parler. maintenant on y va comme ça. Je réserve pas même pas du matin au soir. Et c'est marrant parce que je vois que j'ai beaucoup évolué, que j'ai pris beaucoup de distance par rapport à ce stress qu'il peut y avoir, à se dire bah qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, j'ai presque envie de dire, on va chercher un peu l'aventure et on va chercher un peu le challenge, beaucoup plus qu'on ne le faisait au départ. Mais c'était important aussi de le faire au départ, et c'est un moyen de se rassurer et de se jeter à l'eau. Donc c'était parfait à ce moment-là. Et maintenant, je suis très content de me dire, bah voilà, on a notre tente. Au pire du pire, bah voilà, on pose notre tente quelque part et puis on pourra toujours dormir sous notre tente. Donc nous, aujourd'hui, on va parler de Compostelle, enfin le chemin de Compostelle. Et c'est vrai que j'ai encore jamais fait ça. Donc moi, j'adore hein, quand on Oui. me propose des nouveaux lieux, tout ça, j'adore. Et j'aimerais bien du coup que tu nous dises le chemin de Compostelle. Est-ce que toi, ça vient de la foi, le défi, un peu des deux? D'où est-ce que ça vient juste déjà Compostelle? Oui, il y a un peu de tout. Alors, oui, oui, je suis croyant et pratiquant, donc il y avait une dimension, bien sûr, religieuse. Il y a aussi beaucoup une dimension qui est très spirituelle aussi, au-delà du religieux. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que sur le chemin, donc on se retrouve, le principe c'est que donc on marche la journée et puis le soir, généralement, on se retrouve entre pèlerins, soit avec 2 autres pèlerins, 3, 5, 10, 15, 20, ça peut être en fonction de là où on arrive. Et donc on échange beaucoup. Et c'est intéressant de voir ce qui a poussé les gens sur le chemin. Alors le chemin de Compostelle, c'est vrai qu'à la base c'est un chemin qui est religieux, hein, c'est un pèlerinage qui existe depuis des millénaires. Il y a des millions de pèlerins qui ont marché sur le chemin ou les chemins, parce qu'il y a plusieurs chemins, notamment en France et encore plus en Espagne. Et donc cette dimension religieuse, elle est très virée sur le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Mais en même temps et de plus en plus, il y a une dimension, je dirais spirituelle, et je vois que la majorité des gens le font non pas pour des questions, religieuses, mais plus pour des questions, spirituelles. Il y a quand même une dimension, je dirais Je un peu comprends ce que tu veux verticale dire. qui attire les gens. Et là encore, je voyais, il y a toute une diversité. Il y en a qui disent: «Je me sens attiré par le chemin de Compostelle, je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il faut que je le fasse». Ça, je trouve ça beau c'est une forme de foi, en fait, de dire, «Je sais pas pourquoi je le fais, mais j'ai besoin de le faire et je le fais». Ça, on en a vu, voilà, encore sur le dernier tronçon, je me rappelle de quelqu'un précisément, et je trouve ça beau de se dire, «Je sais pas pourquoi je le fais, mais c'est important pour moi de le faire». Donc voilà, il était sur le chemin, et d'autres viennent un peu chercher des réponses à des questions qui se posent. J'ai des exemples en tête, on pourra en reparler, un peu plus Ouais, ouais, tard, ouais, 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 bien sûr. de pèlerins qui viennent, qui vous disent, «Bah, je suis venu avec plein de questions et je commence à trouver des réponses», ou «J'ai des réponses à des questions que je m'étais pas posées aussi». Voilà, Ah ça waouh, arrive. carrément. Et aussi le côté plus «sportif» entre guillemets peut-être aussi? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y Ouais. avait effectivement donc bien sûr cette, dimension, religieuse et spirituelle, et il y avait le petit côté, défi qui était plus lié au handicap en fait de Philippine. Parce que oui, je suis pas tout seul, c'est vrai que Oui, on l'a pas dit justement, je jusqu'à voulais en présent, parler voilà. un peu, qu'on me présente un Ah peu, bon, bah enfin alors. même beaucoup Philippines. Donc on en parlera un peu plus en détail, mais donc on est effectivement 2, dont Philippine, qui est, notre dernière fille de 4 enfants, c'est la quatrième, qui a maintenant, 12 ans, et qui est donc porteuse de, trisomie 21. Donc il y a le petit côté, enfin petit, gros côté, défi, et aussi lié en handicap. La devise de Compostelle Père-Fille, c'est que, le handicap, n'empêche pas de relever des défis. Et c'était aussi un peu l'occasion pour nous de montrer que, oui, le handicap, c'est parfois compliqué,
Oui, le handicap, il y a beaucoup d'inconvénients. Oui, c'est pas forcément évident tous les jours, mais il y a aussi plein de beaux côtés, plein de super côtés qui nous ont fait rencontrer des gens super, vivre des grandes émotions, des émotions fortes, à la fois sur le chemin, mais je dirais dans la vie de tous les jours. Et c'était effectivement aussi ce côté-là que je recherchais en nous mettant en marche sur le chemin de Compostelle. Super. Ben, maintenant, c'était justement la suite. Je voulais que tu nous présentes Philippine, que tu nous parles d'elle, que tu nous racontes qui elle est, etc. Oui, oui, parce que Compostelle-Père-Fille, comme le dit le titre, c'est à la fois le père, donc moi, et Philippine. Philippine qui a 2 grands frères et une grande sœur, donc c'est la 4e et c'est la dernière. Philippine aujourd'hui a 12 ans, va avoir 12 ans dans quelques jours. Oh. Donc c'est une grande jeune fille. Et quand on a démarré, on est donc parti de Paris, là où on habite. On a claqué la porte de notre appartement, puis on est parti. Et donc à l'époque, elle avait 8 ans. Donc elle était pas très grande. Quand je regardais les vidéos de notre premier tronçon, parce qu'on fait par tronçon, elle faisait vraiment petite fille, quoi. Maintenant, Ouais. elle a vraiment changé, donc c'est chouette. Et donc Philippine, voilà, est porteuse d'une trisomie 21 et d'une cardiopathie qui est souvent associée à la trisomie 21. Ah, 60% ok. des enfants porteurs de trisomie 21 ont ce type de cardiopathie qui a été opérée à 3 mois et à 3 ans. Donc maintenant, elle a un cœur voilà qui est tout neuf, tout bien Ah. réparé et qui fonctionne impeccable. Voilà, après avoir vécu ces moments un peu difficiles, aussi bien au moment je dirais de l'annonce du handicap, de l'annonce de cette pathologie cardiaque, des opérations et ainsi de suite, bah forcément ta façon d'envisager les choses, ta relation avec tes enfants, avec ma femme, avec mes proches est pas du tout la même, quoi. Forcément, tu changes de vision et je dirais de philosophie sur la vie. Et donc c'est ça qu'on avait un peu envie d'aller un peu plus loin que ça et de se lancer ce fameux défi de relier Paris à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc il y a un peu plus de 2000 kilomètres parce qu'on a fait des petits détours. On pourra expliquer un peu plus le Ouais. parcours tout à l'heure. On a fait des petits détours, donc voilà, on a quasiment 2200 kilomètres qu'on est encore en train de réaliser puisque l'année dernière, on a traversé les Pyrénées et on vient d'arriver en Espagne. Donc il nous reste 2 tronçons en Espagne. C'est vrai que c'est Le l'Espagne prochain, là cette année. c'est Waouh. l'Espagne, voilà, c'est l'Espagne. Donc le prochain, dans un peu plus d'un mois, voilà, on repart mi-juillet. Et le prochain, voilà, en 2024, si tout se passe bien. Alors, mais j'aimerais beaucoup que tu nous remettes dans le contexte. Où est-ce que tu en es dans ta vie professionnelle, personnelle, quand ça arrive sur le tapis, cette envie, enfin, je comprends qu'il y a quand même eu, c'est depuis des années dans ta tête, mais Oui, oui. le jour où tu dis, bon allez, ça suffit, j'arrête de le rêver, je le fais, et puis en plus je le fais mais avec Philippine, parce que tu aurais pu vouloir le faire tout seul, enfin, ou alors toute la famille. Comment est-ce que ça vient tout ça? Oui, 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 c'est chouette. Et comme tu le dis, si justement, je dirais ce voyage vers Compostelle-Perfie, il a commencé, j'ai presque envie de dire, il a commencé avant la naissance de Philippine, en fait. C'est le fait de progressivement prendre conscience que c'est important de réaliser les choses qui nous inspirent. C'est important de faire les choses qu'on aime. C'est important de se dire que, après tout, on ne sait pas bien quand est-ce que ça va s'arrêter, donc autant le faire le plus rapidement possible. Donc je pense qu'il y avait un peu ça qui me trottait dans la tête. Après, voilà, les premières années, comme je disais, il y a eu les opérations, un certain nombre de choses. Donc, il a fallu retrouver un équilibre dans la famille. On a réussi maintenant à trouver. Et petit à petit a émergé cette idée de marcher. Alors au début, c'était marcher. C'est sûr que le pèlerinage de Saint-Jacques, il a une dimension religieuse qui est importante. Donc c'était aussi important pour nous d'avoir ça au cœur de notre défi. Donc assez naturellement, le chemin de Saint-Jacques, il a émergé. Après, c'est quand Philippine avait environ 6 ans et demi, 7 ans. C'est là où je me suis dit, bon, soit on fait comme beaucoup, j'attends la retraite pour pouvoir me mettre sur le chemin de Saint-Jacques, parce que j'aurai l'impression d'avoir plus de temps, parce que j'aurai l'impression que c'est pas possible de le faire avant. Il y avait cette possibilité-là. Il y en a beaucoup qui font ce choix-là, effectivement, qui n'ont pas forcément le choix. Pour moi, c'était vraiment important de me dire, il faut en profiter parce que on sait ce qu'on a maintenant, on sait pas ce qu'on a plus tard. Et donc, j'ai la chance aussi, d'un point de vue professionnel, de pouvoir m'organiser pour pouvoir me libérer une bonne quinzaine de jours, généralement en moyenne une quinzaine de jours. Et donc, j'ai aussi la chance professionnellement de pouvoir le faire.
Donc tout ça mis bout à bout, je me suis dit, bah après tout, voilà, toutes les planètes sont alignées, ou toutes les étoiles, parce qu'on est sur Compostelle, toutes les étoiles sont alignées, et donc allons-y, quoi, lançons-nous, on verra bien, sachant que quand on est parti, moi j'avais jamais randonné sur plusieurs jours, Philippines encore moins. Encore moins, ouais. Le chariot, on avait récupéré tous les éléments juste 2-3 jours avant, donc je l'avais chargé juste 2-3 jours avant pour voir si ça pouvait à peu près fonctionner et qu'on pouvait marcher pendant en moyenne une 20-25 km par jour. Quand on s'est lancé, quand on a claqué la porte de l'appartement, je revois encore l'image où les frères et sœurs de Philippines étaient en bas de l'immeuble avec mon épouse, puis on leur faisait coucou. Et puis bah voilà, on est parti et on s'est dit, au pire, qu'est-ce qui se passe ? Au pire, on vient nous rechercher quelques kilomètres plus loin ou quelques jours plus tard. En fait, voilà, il y a pas plus d'enjeu que ça. Mais c'est vrai que le mental a parfois, le mental a parfois tendance à prendre beaucoup de place, à avoir beaucoup de problèmes là où il y en a pas forcément. Et donc voilà, on s'est lancé. Donc ça, c'était en 2019. Et puis, on n'est pas revenu en arrière. Voilà. Bah oui, c'est ça. Pourquoi juste avec Philippines ? Je saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a une relation spéciale avec Philippines qui s'est nouée, je pense, depuis le début. C'est sûr que quand on vit des choses assez fortes, bah il y a un lien particulier qui se crée. C'est à la fois, ça paraît bête et je pense que ça va parler à tout le monde, mais je pense que je me rappellerai toute ma vie le jour où on l'a amené pour son opération en fait. Ouais. Elle est avec nous au départ, puis il lui donne des médicaments pour la shooter un petit peu. Donc il y a tous ces muscles qui se détendent et clairement je me rappellerai encore physiquement le fait de la porter dans les bras, de la donner à l'infirmière et c'est vrai que c'était un passage qui était vraiment émouvant et je pense que c'est à ce moment-là aussi qu'on prend conscience encore plus conscience ou en tout cas à un autre niveau de la valeur de la vie, de la valeur de l'importance qu'il peut y avoir du lien entre les parents et les enfants, de l'importance de prendre du temps avec eux. Et je pense que c'est tout ça qui a fait que on s'est mis en route sur le chemin de Compostelle en fait. Donc c'est comme ça que ça a démarré en 2019 et donc comme je disais voilà, on est parti, on n'est pas revenu en arrière et on continue d'avancer. Alors donc concrètement au départ là, de ce premier tronçon, c'est quoi votre but et puis les objectifs concrètement pour ce premier tronçon? Alors très concrètement, le but c'était de voir déjà si c'était jouable en fait. Parce que on l'avait jamais fait avant. Ouais. Donc on s'est lancé sur un petit tronçon entre Paris et Vézelay. Donc Paris-Vézelay, il y a à peu près 250 kilomètres. Le chemin est à la fois très bien balisé et les hébergements sont très bien prévus. En fait, il y a des associations, ce qu'on appelle des associations jacquaires, qui s'occupent de faire fonctionner le chemin, aussi bien sur l'entretien des sentiers, le fait de couper l'herbe, de couper les ronces qui peuvent envahir le chemin, et à la fois sur le fait de proposer des hébergements pour le pèlerin le soir. Donc il y a des associations jacquaires qui s'occupent de ça, donc on s'était rapproché de plusieurs associations, donc qui nous avaient donné déjà des bons tuyaux. Et puis voilà, ce que je disais, le but c'était de voir si c'était jouable. Des choses très basiques, hein, mais Philippine tous les jours elle a des médicaments. Parce qu'elle a une hypothyroïdie, donc elle a des médicaments, et ce médicament-là, il doit rester au frigidaire, en fait. Il doit rester au frais. Et donc, au départ, on se disait, mince, comment on va faire ? Est-ce que je prends une petite mallette isotherme ? Mais enfin, c'est quand même vraiment pas pratique. Faut trouver un frigidaire quand on arrive et tout. Bon, bref, on en a discuté avec un médecin qui nous dit, oui, mais pas de problème, on va vous donner un petit substitut. Donc, elle a sur le chemin de Compostelle, elle a juste des petites pilules à avaler qui remplacent les gouttes qu'elle a habituellement. Donc comme quoi t'as plus d'excuses quoi pour pas le faire quoi. C'est ça, exactement. C'est-à-dire au fur et à mesure les obstacles, voilà. Et d'ailleurs c'est ça qui est chouette parce que dans tous les podcasts que j'ai écoutés et que t'as publiés, à chaque fois les gens disent on avait tel objectif et en fait on s'est rendu compte que on a rencontré tel problème. Ou il y a eu souvent épidémie Covid, hein, on l'entend souvent, le confinement, voilà, ça en a empêché plus d'un, et en même temps ça a permis à plus d'un justement de vivre une expérience différente ou de vivre une expérience qui n'est pas celle qui était prévue au départ, et pourtant tous le disent aussi, c'est qu'ils en ont retiré une super expérience. Donc voilà, au fur et à mesure les problèmes se levaient, et comme tu dis justement, à la fin il n'y a plus d'excuses quoi, donc il faut y aller. C'est ça.
Et voilà, alors au début, c'est ce que je disais au début de ce podcast, j'avais tout bien préparé, j'avais un fichier Excel avec ma checklist complète de tout ce qu'il faut emmener, Ouais. de tout ce qu'il faut prendre, de ce qu'il faut pas oublier. Donc cette checklist, je l'utilise encore parce que c'est vrai elle est quand même pratique, parce qu'une fois qu'on est parti en chariot et sur les tronçons d'après notamment, bah, si j'ai oublié quelque chose, je l'ai oublié, quoi. Je peux plus revenir en arrière. Donc c'est vrai que c'était très listé, mais ça m'a servi justement pour démarrer sereinement. Et effectivement, le premier tronçon, donc en 2019, entre Paris et Vézelay, s'est super bien passé. Et ça a conforté le fait qu'on puisse se dire, bah après tout ce défi un peu fou de faire plus de 2000 kilomètres à pied et en chariot, bah si ça se trouve, c'est pas impossible en fait. Que bah faudra juste répéter ce qu'on a fait plusieurs fois, mais que a priori ça devrait pouvoir le faire. Et est-ce que c'est dès le premier que tu crées une page Facebook, que tu commences un peu à communiquer Oui, dessus? alors c'est vrai, c'est une super histoire là aussi. Le chariot, plus tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir emmener Philippine, C'est vrai qu'on n'a pas listé le matériel, ouais. voilà, pour qu'elle soit confortable, pour qu'elle soit bien installée, pour qu'elle puisse se distraire, pour que tout se passe au mieux, bah tout ça, ça a un certain coût en fait. Ben oui. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une cagnotte le 21 mars 2019. Alors, le 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Oui, bien sûr. Voilà, donc tous les 21 mars, il y a cette journée-là, et on s'est dit, bon, après tout, voilà, profitons de cette journée-là pour montrer un peu le projet qu'on avait. J'avais 0 page Facebook, hein, page Facebook de Compostelle Perfit, elle datait d'une semaine avant, il n'y avait pas d'abonnés, il n'y avait rien du tout. Je lance une cagnotte en disant, en expliquant, en faisant une petite vidéo et en expliquant, c'est lancé ce défi-là, on a besoin de vous parce que bah ça a un coût. Il faut acheter le chariot, il faut acheter les équipements. Ça représente combien à peu près pour qu'on ait une idée? Bah là, le chariot, alors ça remonte à plusieurs années, hein, mais le chariot, il est quasiment à 2000 euros. Après, il doit y avoir à peu près 500 euros d'accessoires en plus. Et après, il y a, je dirais, le quotidien sur Compostelle, sur le chemin de Compostelle, qui nécessite d'avoir quand même un petit budget par personne. Là, en plus, on est 2. Donc, au final, ça faisait quelques milliers d'euros, en fait. Et alors que moi, je m'attendais à ce qu'effectivement, au mieux, on arrive à rentrer en tout cas, avoir la possibilité d'acheter le chariot pour démarrer. Dès cette première cagnotte, en fait, on a eu tout le budget pour l'intégralité de nos tronçons Compostelle-Perfille. Donc ça a démarré très très fort en fait sur Facebook. Voilà, mais comment ça s'est fait vu que tu n'avais pas d'abonnés? C'est qu'il y a eu plein de partages? Il y a eu plein de partages en fait, ouais. Ouais, il y a une société de production qui nous a monté un super film dans lequel on exposait un peu ce qu'on faisait, ou voilà, dans lequel on voyait Philippine qui jouait, qui racontait. Toute petite. Voilà, qui était effectivement pas très grande. Elle a attendri tout le monde, voilà. Voilà, c'est la magie, c'est l'effet Philippine, la magie des réseaux sociaux qui fait que elle a très bien fonctionné, et donc tout de suite on s'est retrouvés en se disant encore une excuse de moins pour ne pas arriver au bout de Saint-Jacques. Donc là, voilà, j'avais plus d'excuses, vraiment plus aucune. Donc ça a démarré le 21 mars 2019. J'avais déjà commencé à acheter un peu de matériel. Après, on a pu acheter directement le chariot, qui est un chariot de la marque Tulle. Je le dis parce que c'est vraiment une super marque. Le chariot, là, il a plus de 1300 km dans les pattes, non, dans les roues. Mais il tient bien, et franchement, quand on voit par où on est passé, c'est vraiment du très bon matériel. Donc on est vraiment content. Donc on a démarré comme ça. On a acheté le chariot, on est allé chercher le chariot avec Philippine en voiture. On l'a monté. Et puis juste quelques jours avant, on l'a testé en conditions réelles avec tous les bagages dedans, tout ce qu'on devait amener. Et il y a un peu de chargement quand même, parce que le chariot, une fois qu'il y a Philippine dedans, une fois qu'il y a tous les bagages, il pèse entre 60-65 kilos en fait. Voilà. Oh là là. Toi, tu t'étais pas entraîné en plus spécialement. Et moi, je m'étais pas spécialement. Non, je m'étais pas. On en voit parfois, ils s'entraînent pas des mois avant pour. Ouais, alors bon, je suis sportif quand même, donc je m'entretiens régulièrement, mais bon, je fais pas non plus de la muscu tous les soirs. Donc c'était le premier tronçon, c'était aussi de voir si moi physiquement je pouvais tenir le rythme en fait. Donc on est parti comme ça avec à la fois, je dirais, un maximum de sécurité dans le sens où on avait prévu beaucoup de choses,
et à la fois encore plein de questions et plein d'interrogations qui faisaient que on se disait voilà, maintenant on se jette à l'eau, on fait un premier pas puis un deuxième et puis on le fait plus d'1 million. Là on doit être à 1 600 000 pas, un truc comme ça. Waouh. Pour arriver là où on est arrivé en Espagne. À la fois, c'est vrai qu'il y a un petit côté vertigineux quand on se dit, qu'on claque la porte et qu'on se dit, il y a plus de 2000 kilomètres qui nous attend. Je vais dire, quand on voit la carte de la France et qu'on se dit, tout ça, on va le faire à pied, c'est vertigineux. Ça paraît fou. Ça paraît fou. Et en même temps, il s'agit jamais que de mettre un pied devant l'autre, en fait. Et de recommencer. C'est ce qu'on a fait, et pour l'instant on avance. Donc on a traversé les Pyrénées l'année dernière, et donc on est arrivé en Espagne l'année dernière. Ça, donc en fait, il y a plusieurs tronçons Compostelle. Peut-être qu'on peut expliquer parce que tout le monde connaît, de nom, mais exactement, après concrètement, peut-être tu pourrais expliquer. Il y a effectivement plein de voies de Compostelle en France, en Espagne, mais même à l'étranger. Alors en France, il y a 4 voies principales, mais c'est ce qu'on dit aussi, le chemin de Compostelle, il commence à la porte de ton appartement ou de ta maison en fait. Mais généralement, voilà, on commence à se rapprocher, donc il y a 4 voies. Il y a la voie de Tours, la voie de Vézelay, donc on a prise, nous, en partant de Paris, donc on a fait Paris-Vézelay. La voie du Puy, qui est la voie qui est la plus connue et la plus empruntée. Et la dernière voie en France, c'est la voie d'Arles. Et toutes ces voies-là, ou quasiment toutes, se rejoignent dans le sud de la France, un petit peu avant Ostaba, quelques kilomètres avant Ostaba, et rejoint le chemin ou les chemins qu'il y a en Espagne. Nous, on prend le Camino Frances, donc le chemin, je dirais, le plus emprunté en Espagne, mais il existe plein d'autres chemins en Espagne. Donc nous, on a choisi la voie de Vézelay parce que la voie du Puy était un peu plus compliquée avec le chariot. Je suis pas sûr qu'on serait passé vraiment partout. Sur la voie de Vézelay, qui est beaucoup plus accessible, j'ai envie de dire. Et effectivement, on est passé absolument partout sur la voie de Vézelay, même si ça n'a pas toujours été évident. Mais on est passé partout sans faire de détour. Est-ce que tu peux nous raconter une journée un peu type dans ce genre de pèlerinage ? Alors à la fois, les journées sont toutes pareilles et sont toutes différentes. C'est ça. Elles sont toutes pareilles parce que forcément ça commence par on se réveille. Alors je peux parler effectivement déjà des hébergements. Il y a plusieurs types d'hébergements sur les chemins de Compostelle. Soit on dort chez l'habitant, chez d'anciens pèlerins en fait, qui ont laissé leurs coordonnées généralement dans des associations jacquaires et qui disent ce serait chouette de pouvoir accueillir d'autres pèlerins. On a vécu plein de choses sur le chemin, donc on a envie de retrouver un peu cet esprit-là. Donc c'est des gens qui vous accueillent chez eux. Et donc, sur le premier tronçon, il y a eu on a fait beaucoup ça. Ça nous a permis de rencontrer d'autres pèlerins, de rentrer dans les familles. Et puis c'est des beaux échanges à chaque fois. Voilà, et c'est vrai qu'avec Philippine, c'est un peu spécial parce que des enfants aussi jeunes, des enfants porteurs de handicap, il y en a quasiment pas sur le chemin de Compostelle. Donc c'est vrai que ça change un peu des pèlerins, je dirais, habituels. Donc c'était sympa de pouvoir échanger. Donc ça, c'est un premier type d'hébergement. Après, il y a les hébergements qui sont plus des accueils pèlerins. Généralement, c'est des villes qui mettent à disposition d'anciens bâtiments municipaux dans lesquels il y a une cuisine, dans lequel on peut dormir. Et dans lequel on est autonome, c'est-à-dire qu'on prépare à manger le soir avec nos affaires et on dort sur place dans nos sacs de couchage. Après, bien sûr, il y a des gîtes, bien sûr, il y a plein d'hébergements différents. Il y a aussi ce qu'on a fait à partir du deuxième tronçon, le fait d'être complètement autonome et donc de prendre sa tente. C'était le rêve de Philippine de dormir sous la tente. Voilà. Oh. Donc le premier tronçon, on l'avait pas fait. Et puis le deuxième tronçon, je me suis dit après tout, pourquoi pas. Donc là aussi, il fallait trouver une tente qui soit suffisamment grande pour qu'on puisse y être tous les deux, mais suffisamment légère et pas trop volumineuse parce que c'est pas non plus un camion que j'ai. Donc voilà. Donc la tente, on a réussi à la glisser sous l'essieu du chariot en l'accrochant avec des cordes. Donc maintenant, on est avec notre tente et donc Philippine a découvert qu'effectivement, sous la tente, c'est super, mais qu'on entendait quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a beau fermer la porte de la tente, on continue à entendre ce qu'il y a dehors, le vent, les oiseaux et même les orages, parce qu'on a eu une fois un orage, donc là, il n'était pas très rassuré. Donc plein d'hébergements différents
et plein d'opportunités de rencontrer des personnes différentes aussi. Et c'est sûr que sur le chemin, ces rencontres, elles sont importantes. Ces rencontres, c'est aussi bien d'ailleurs des personnes qu'on croise sur le chemin parce qu'elles habitent pas très loin ou parce que on les croise par hasard, que des rencontres avec d'autres pèlerins qui font la même chose que nous. Donc c'est des échanges à la fois qui peuvent être très rapides. Ça nous est arrivé de discuter pendant 30 secondes, 1 minute, et parfois de discuter pendant des heures avec des personnes qu'on a rencontrées. Je me rappelle d'un éclusier sur notre premier tronçon entre Paris et Vézelay. Donc il y a toute une partie où on longe les canaux de Lyon notamment, et que donc il y a plusieurs écluses, et voilà, il y a un éclusier qui nous a vus et on a discuté pendant des heures, et à chaque fois c'est vrai que c'est des beaux échanges. Alors c'est sûr que ça interpelle de me voir avec un gros chariot. Certains au début voient pas qu'il y a Philippine qui est dans le chariot, parce que quand il est fermé, on voit pas forcément qu'il y a une petite fille dedans. Donc des fois je commence à discuter, puis Philippine se met à bouger, elle dormait, puis se met éventuellement à bouger, et donc elle dit mais il y a quelqu'un là-dedans. Et donc joue. Donc à chaque fois c'est des beaux échanges, et les personnes sont effectivement un peu surprises et interpellées par rapport à ce qu'on fait, mais c'est toujours l'occasion de chouettes moments de partage. Et encore une fois, ça peut être 2 minutes, comme ça peut durer des heures, voire des jours, parce qu'on a avancé sur certains tronçons, plusieurs jours avec les mêmes personnes. Wow. Ouais. Donc c'est C'est plein génial. de belles rencontres comme ça. Et voilà, il y a un petit côté effet Philippines, du fait que quand on leur dit que on marche depuis Paris, que on avance comme ça jour après jour, ville après ville, les gens sont touchés, et c'est vrai qu'il y a un partage et une connivence qui se fait très rapidement en fait. C'est ça. Et toi aussi, tu disais que de faire Compostelle, bon, évidemment, c'est pour toi, Philippine, mais aussi parce que tu veux parler davantage de la trisomie 21, tu veux la faire connaître, c'est ça aussi Oui, exactement. ce projet, hein. Et ce qui est chouette, et ça a été le cas dès le début avec cette fameuse vidéo qui a très bien marché au début, c'est de voir que en fait les gens étaient touchés par notre démarche. J'avais pas du tout idée de la façon dont les gens pouvaient appréhender la chose. Et en fait, au fur et à mesure des tronçons, il y a de plus en plus de monde qui nous suit sur Facebook. Et j'ai envie de dire, il y a un peu un deuxième pèlerinage plus virtuel qui s'est créé en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, et je crois que quasiment dès le premier jour, tous les jours je publie quand on est sur le chemin, tous les jours je publie sur Facebook, et je raconte ce qui s'est passé dans la journée, je mets des photos et des vidéos quand je peux. Un petit journal de bord. Et donc les gens sont devenus accros en fait, ils regardent, et alors donc dans les commentaires c'est oh, hier t'as publié super tard, mais j'arrivais pas à me coucher, j'attendais ta publication, ou d'autres qui me disent la première chose que je fais le matin, c'est d'allumer mon téléphone et de regarder ce qui s'est passé la veille. Et donc tout ça a fait un peu effet boule de neige. Donc maintenant il y a plusieurs milliers de personnes, il y a plus de 9000 Presque 10 personnes 000, hein, qui j'ai voilà, vu. presque 10 000 Wow. qui nous suivent. Ça a explosé comme ça. Et c'est là que je me suis dit oui, que c'était aussi important de pouvoir dire et surtout montrer ce que c'était que le handicap. On a parfois tendance à voir à voir le côté un peu négatif du handicap, à entendre souvent parler du côté négatif du handicap. Là, sur Compostelle-Perfit, il ne s'agit pas de nier ces inconvénients, les difficultés qui peut y avoir, mais c'était aussi mettre en avant le fait qu'on pouvait vivre quand même des aventures et des C'est défis ça. Ça extraordinaires. empêche pas. Voilà, que ça n'empêche pas, et j'ai presque envie de dire que c'est Philippine qui nous a mis sur le chemin. Donc non seulement ça n'empêche pas, mais presque ça provoque en fait. Et ça provoque ce super défi, ça provoque des centaines de rencontres qu'on a vues, ça provoque des échanges qui sont fabuleux, et ça provoque aussi sur Internet le fait que les gens commentent, les gens disent écoutez, enfin voilà, j'ai je me rappelle de commentaires de gens qui disaient demain je vais me faire opérer. Bon voilà, c'est pas marrant, ça va être difficile, mais quand je lis vos aventures, quand je vois que Philippine est passé par là, ça me redonne du courage, quoi. Quand moi j'ai parcouru 20, 30, 40 kilomètres dans la journée, quand je me suis occupé de Philippine, du repas, de la lessive, parce qu'on fait sa lessive tous les jours sur Ouais. Compostelle, que des hébergements du lendemain et ainsi de suite, et que la dernière chose que je fais, c'est de justement regarder les commentaires pour faire ma publication du jour, ça me redonne de l'énergie en fait.
je lis tous ces commentaires et c'est fabuleux de voir que les gens sont touchés par ce qu'on fait. Et je pense que ça me donne aussi l'énergie nécessaire pour faire tout ce qu'on fait dans la journée, parce qu'on fait quand même pas mal de choses, et de publier tous les jours, y compris quand je manque de m'endormir, parce que la journée a été quand même longue. Donc j'avoue qu'une fois ou deux, j'ai été obligé de me relever, parce que je savais que si je me mettais dans mon lit, je m'endormirais, et qu'il y avait beaucoup d'attentes derrière pour la publication. Donc voilà. Donc oui, ça donne de l'énergie, et c'est beau de voir que cette énergie, elle vient de quelqu'un, voilà, qu'on dit handicapé, qu'on dit fragile, et qui pourtant a énormément de force et de rayonnement. Et voilà, je trouve ça intéressant, le côté un peu paradoxal de ça, et de se dire qu'en fait, bah, c'est clairement grâce à Philippine, c'est clairement grâce au handicap qu'on a la chance de pouvoir vivre cette aventure sur C'est ça, sur c'est les elle chemins de qui Compostelle. inspire. C'est ça, c'est Alors ça. que pensée collective, Oui. on pourrait croire à tout l'inverse et en fait c'est elle qui brille et qui inspire. C'est ça, exactement. Et je pense que c'est voilà, c'est une façon pour moi de rééquilibrer un peu les choses. Encore une fois, hein, il ne s'agit pas de nier que oui, c'est difficile avec des enfants ou des proches porteurs de handicap, que l'annonce du handicap, elle n'est pas évidente, que le fait de vivre au quotidien, c'est pas évident. Voilà, clairement, avec Philippine, hier, on faisait une conférence où je présentais un film des 4 premiers tronçons qu'on a réalisés en France, et c'est ce que je disais. Philippine, je ne sais pas si elle va savoir faire un jour du vélo sans petit trou. Pour l'instant, elle ne sait pas encore faire. Je ne sais pas si un jour ce sera possible. Je ne sais pas si elle va réussir à pouvoir suffisamment s'exprimer pour être complètement indépendante. Je ne sais même pas si elle va pouvoir être indépendante, si elle va pouvoir avoir un métier. Mais j'ai envie de dire, autant pour les enfants, je dirais, qui sont pas porteurs de handicap, bah, on arrive à se projeter à peu près facilement, et on connaît les grandes étapes, voilà, à quel âge on parle, à quel âge on commence à marcher, à faire du vélo, et ainsi de suite. Voilà, on connaît à peu près les âges. Avec les enfants porteurs de handicap, bah, c'est complètement différent. Et en même temps, j'ai envie de dire, bah, est-ce que c'est important de savoir que 10 ans à l'avance, probablement, il saura faire du vélo? Pas forcément. Donc en fait, on profite de chacun de ces moments-là, en prenant ce qu'il y a de meilleur, sans renier ce qui est compliqué, mais en prenant quand même le meilleur. Et objectivement, là, je vois ce qu'on vit, toute la famille, avec Philippine. Bah, clairement, on a la chance de pouvoir vivre ça. Et c'est vrai que sur le chemin de Compostelle, on vit ça de manière encore plus concentrée, encore plus accélérée. Et ouais, émotionnellement, c'est vrai que c'est très très riche sur le chemin de Compostelle. Ouais. Ouais. Mais est-ce que tu vois vraiment, j'imagine, l'évolution de Philippine, parce que ça doit être hyper stimulant pour elle, parce que j'imagine que il y a besoin d'avoir beaucoup de stimuli, etc. pour elle quotidiennement. Donc j'imagine que ce genre d'aventure pour elle, ça doit être tellement Oui, oui, aidant. oui. Et cette question-là, elle est super à aborder avec les personnes qui suivent Philippine au quotidien. Les maîtresses, les éducateurs, les orthophonistes, Ça, ce qui qu'elle la est suivent, suivie voilà, partout. Ouais. qui la suivent au quotidien. Et oui, clairement, j'ai vu la différence. On a commencé, elle avait 8 ans. Le premier tronçon, elle était dans le chariot. Il fallait appeler quand même régulièrement maman et les frères et sœurs. C'était bien, ça a dû durer une 10-12 jours, je crois, le premier tronçon. Et c'était bien qu'au bout de 10-12 jours, ça s'arrête. Sur le deuxième et troisième tronçon, oui, je veux bien avoir maman de temps en temps, c'est cool, mais bon, pas forcément tous les jours. Sur le dernier tronçon, tu veux parler à maman? Non, non, c'est bon, je vais aller jouer là-bas. Voilà, donc on voit que clairement l'indépendance marche bien, le côté affectif, voilà, qu'elle commence à prendre son indépendance, et c'est super, quoi, en tant que jeune fille qu'elle commence à être. Et c'est chouette de la voir grandir comme ça. Et c'est chouette aussi de la voir de plus en plus indépendante, typiquement. Donc sur le chemin, régulièrement, on doit aller faire les courses. Donc c'est sûr qu'on passe pas inaperçu. Quand j'arrive avec mon chariot Ah ben qui oui. déborde de sacs, que Philippine est dedans, et que bah, on va dans un supermarché, c'est vrai qu'on nous regarde en se demandant mais qu'est-ce qu'il fait? Et donc là, c'est l'occasion justement de donner des petites missions à Philippine, et de lui dire, bah écoute, va chercher du saucisson, va chercher du fromage. Et c'est chouette de voir comment est-ce qu'elle réagit, parce que typiquement, je vois la dernière fois, elle est allée demander à quelqu'un, et alors Philippine, c'est vrai qu'elle s'exprime. Nous, on arrive à la comprendre parce qu'on parle le Philippine depuis maintenant Ben oui, 12 ans. toujours. Donc c'est plus facile pour nous, mais c'est pas évident de la comprendre. On peut la comprendre, mais c'est pas forcément évident. Donc pour le saucisson, les gens comprennent pas. Donc généralement, j'arrive un peu derrière en disant, voilà, elle cherche le saucisson,
Mais ce qui est chouette de voir, c'est que spontanément, ça va pas la déranger d'aller demander, voilà, qu'on la regarde parce que elle a ses baskets, elle est sur le chemin, donc elle est en mode randonnée. Et tout ça, elle le fait de manière tellement naturelle que en fait, elle emmène tout le monde avec elle. Donc les gens sont hyper contents ensuite d'aller lui montrer où est-ce qu'il y a les saucissons, où est-ce qu'il y a le fromage. Le fait de voir que, par exemple, pour la douche, elle est de plus en plus indépendante. Moi, j'ai juste à régler la température de la douche et maintenant, elle est autonome. Donc, c'est chouette aussi de la voir grandir. Et j'ai un peu, je dirais, des repères année après année de ah bah tiens, ça, elle ne savait pas le faire l'année dernière ou ça, elle le faisait pas comme ça et maintenant, elle le Ouais. fait comme ça. Mm. C'est super de pouvoir voir ça en tant que papa, en tant que parent. Et c'est là qu'on voit que, et après tout, c'est ça qui compte avec les enfants, c'est de les voir grandir, de les voir qu'ils deviennent de plus en plus autonomes et de voir qu'ils progressent en fait. Ouais. Je dirais, peu importe le niveau auquel ils sont, à l'âge qu'ils ont, ce qui compte, c'est que chaque jour, ils soient un petit peu plus autonomes, un petit peu plus indépendants. Trop cool. Et tu peux peut-être nous parler un peu de souvenirs, genre que tu as 2-3 souvenirs vraiment qui t'ont marqué de ces 4 tronçons? Oui, alors des souvenirs, ouais, Il y il en y a en a plein, plein. hein. On n'aurait pas assez de C'est plusieurs heures, ça. mais c'est vrai qu'il y a il y a des moments qui sont très riches. Déjà, c'est pas la durée du moment qui fait la qualité de la relation. Il y a un peu un effet, je dirais, c'est ce qu'on appelle l'effet Philippine en fait. Quand je marche sur le chemin de Compostelle, les gens parfois de loin nous voient arriver, voient quelle relation j'ai avec Philippine. Et en fait, assez vite, les gens sont touchés en fait de voir ça. Ils sont encore plus touchés quand on leur raconte un peu notre histoire, ce qui fait que on est sur le chemin, qu'on est parti de Paris. Et en fait, assez spontanément, les gens vont se livrer très très rapidement en fait. Et ils vont se livrer sur les choses qu'ils ont considérées comme étant difficiles pour eux dans leur vie, soit qu'ils sont en train de vivre actuellement, soit qu'ils ont vécu avant par rapport au handicap, par rapport à la maladie, par rapport au chômage, par rapport à des atteintes sexuelles. Il y a vraiment eu plein de moments comme ça où les gens très spontanément et au bout de quelques minutes vous disent des choses qui probablement n'ont jamais été dites avant ou en tout cas dites à cette vitesse-là, j'ai envie de dire. Et donc c'est beau de voir la confiance que les gens nous accordent et de pouvoir partager ces moments-là avec eux. De temps en temps, on sent que les gens, ça leur permet un peu de déposer aussi un peu ça, du poids des épaules, de se dire, voilà, je livre ça et puis on verra ce qu'il en adviendra derrière. Des moments comme ça, on en a eu plein. Je me rappelle c'était sur le le deuxième tronçon, notre deuxième tronçon. Donc l'année suivante. L'année suivante, voilà, en 2020, un pèlerin belge qu'on rencontre une première fois, avec qui on discute, qui accroche bien avec Philippine d'ailleurs, qui était super grand. Il était encore plus grand que moi. Voilà, il marchait depuis la Belgique, je crois. Il était venu il était venu de la Belgique. Et puis voilà, on discute un peu. Voilà, je sens quelqu'un qui se cherche un peu. Donc on continue, on se croise, on se recroise. Et puis souvent on se retrouve le soir et puis voilà, il nous voit avec Philippine préparer nos affaires, la relation qu'on a qu'on a ensemble. Et puis arrivé à la Charité-sur-Loire, je crois. Il me semble, j'étais en train de donner le goûter à Philippine. Donc j'étais penché sur le chariot. Et puis je sens quelque chose qui s'approche derrière moi en fait. Et je vois ce grand pèlerin belge avec les larmes aux yeux qui s'approche de nous et qui nous dit écoutez, merci d'être qui vous êtes, merci d'avoir pu partager des moments avec vous parce que je suis parti de Belgique, j'étais un peu perdu, j'avais plein de questions et j'ai pas trouvé de réponse. Et il nous dit là j'ai trouvé des réponses aux questions que je m'étais pas posées. Il était vraiment touché en fait par la relation qu'on avait tous les deux avec Philippine. C'est beau pour lui de nous dire voilà, j'ai été touché, ça m'a permis à la fois d'avancer sur le chemin, je dirais physique, le chemin de Compostelle, mais à la fois son chemin, je dirais plus spirituel et sur le point qu'il voulait faire dans sa vie. Donc ouais, des moments comme ça, c'est toujours dur à décrire, mais à vivre, c'est extrêmement intense. Fort. Ouais, c'est fort. Je me disais, t'es dans un autre contexte, t'es sur le chemin, enfin il y a toute une autre dimension Voilà, qui fait que exactement. j'imagine ça décuple Oui. les émotions. Hein. Exactement, parce que c'est ce qu'on dit, on n'est pas par hasard sur le chemin de Compostelle. Même si on ne sait pas ce qu'on vient chercher, on sait parfois ce qui nous y pousse. Et donc, oui, on est dans un état intérieur qui est aussi propice, je pense, à faire ce type de rencontres et à pouvoir s'ouvrir plus facilement aussi, je pense. Pas dans l'autre quotidien, on n'est pas dans les repères du quotidien.
Généralement, on est voilà, pour beaucoup, un peu bousculé parce que physiquement, c'est aussi un peu engageant quand même. Et donc tout ça fait que je pense que ça favorise le fait que on s'ouvre un peu plus et que les gens sont encore plus sensibles que d'habitude et donc sont touchés par le fait de nous voir avancer, de voir ce qu'on fait avec Philippines, de voir Philippines qui rigole, qui saute partout. Et c'est chouette de pouvoir vivre ça. C'est une vraie chance pour moi de pouvoir vivre ça et ces rencontres avec toutes ces belles personnes qu'on rencontre sur le chemin. Et donc de tout ce défi, donc là 1, 2, 3, 4 ans, est Exactement. née une association, donc Exego, c'est ça? Est-ce que tu veux nous en parler? Exego, en fait, c'est l'association qui est née du défi Compostelle Père-Fille. Et l'idée, c'était un peu l'idée qu'il y avait derrière Compostelle Père-Fille, c'est-à-dire de faire connaître le handicap, mais sous une forme optimiste, et notamment par le fait de relever des défis principalement sportifs. Et donc l'idée, c'est justement de pouvoir faire connaître un peu toutes les initiatives qui sont faites autour de ça, et notamment Compostelle Père-Fille, et de montrer que, en dépit du handicap, on peut relever des défis, et de présenter tout ça dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans des associations, et de montrer un autre point de vue, c'est pas le seul, mais un autre point de vue sur le handicap, sur la relation père-fille, sur le fait de se lancer des défis, sur le fait de relever des défis, Dépassement de soi? Voilà, de se dépasser, d'aller vers ses rêves, de se dire, de pas remettre au lendemain le fait de se mettre en route vers ses rêves. Donc c'est un peu tout ce qu'il y a derrière l'association Execo qui ne demande qu'à se développer et à diffuser au maximum le message de Compostelle Père-Fille. Génial. Et en plus de ça, tu as créé, enfin peut-être pas toi, mais en tout cas tu es à l'initiative d'un film aussi pour faire Oui. découvrir votre parcours, mais en images carrément. Exactement. On s'est rendu compte que c'était chouette de pouvoir partager les choses en racontant, mais que ce serait encore mieux de pouvoir montrer et de voir concrètement en fait comment ça se passait. Donc on a fait effectivement réaliser par la même société de production Ah oui, que qui avait la première qui avait vidéo, réalisé ouais. la première vidéo, une société de production qui s'appelle In Your Name, et ils nous ont accompagnés sur ce deuxième projet. Donc en fait, ils vous ont accompagné sur combien de tronçons alors? Là, ils nous ont accompagnés. On a filmé juste 2 jours sur le dernier tronçon. Et en fait, toutes les autres images, c'est moi qui filme, en fait. Waouh, ok, donc c'est croisé avec des images Voilà, pro entre exactement. guillemets, et puis les tiennes un peu plus Et exactement, les miennes dans qui le sont vif. embarquées, voilà, c'est vraiment ça, sur le vif, embarquées avec nous dans le chariot, parce que effectivement, j'ai une GoPro qui est installée Ah ouais, sur le chariot. Donc ça fait vraiment, on vous emmène avec nous, venez avec nous dans le chariot et venez vivre un peu ce qu'on vit incroyable. au quotidien sur le chemin de Compostelle. Et c'est chouette parce que cette société de production, donc la première année, a monté gratuitement la vidéo. Ah ouais. C'était leur participation à eux en tant qu'entreprise Un peu une sorte de audiovisuelle. sponsor. Voilà, exactement. Et là, on s'est dit, il faut profiter du fait qu'on est encore sur le chemin pour faire connaître notre défi, pour montrer ce qu'on a réalisé jusque-là. Donc ça retrace les 4 premiers tronçons qu'on a réalisés en France. Et donc, il y a maintenant un film d'une vingtaine de minutes que je présente et qui vient illustrer, permet aux gens de se projeter sur, ok, quand je dis c'est un chariot, ok, concrètement, on voit ce que c'est, on voit le quotidien de ce qu'on vit, aussi bien les difficultés dans la boue, sous la pluie, sous le soleil, que les moments hyper sympas de rencontres, d'échanges avec Philippines. Et donc, c'est un petit condensé de Compostelle Père-Fille que l'on présente maintenant lorsque l'on fait des conférences. En fait, on commence notre conférence par ça, et après, on a des échanges avec la salle. Est-ce que tu vas avec Philippines? Oui, alors dans la mesure du possible, et quand Ouais, parce que hier par c'est exemple, elle n'était pas là, mais dans la mesure du possible, oui, elle est là, et l'idée c'est aussi de pouvoir la faire participer génial. à sa mesure. Donc une première vidéo, et maintenant ce qu'on vise, c'est la prochaine vidéo qui sera la vidéo complète de Compostelle Père-Fille, avec, on l'espère, l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle l'année prochaine. Et ce sera une vidéo, oui, qui pour le coup sera plus longue, sous un format documentaire, et dont la vocation est de raconter toute l'histoire, raconter pourquoi est-ce qu'on s'est mis en route sur le chemin, qu'est-ce qu'on a vécu, les difficultés, les joies, c'est quoi, et comment est-ce qu'on en est ressorti par rapport à ça. Et l'idée étant de le diffuser le plus largement possible, donc sur les chaînes de télévision, sur les plateformes de téléchargement,
et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un autre défi aussi. Et voilà, c'est notre prochain défi. Encore une fois, l'idée c'est toujours de participer à la diffusion au maximum de notre message de bah voilà, le handicap est aussi une opportunité pour relever des défis. C'est ça. Et je me demandais, est-ce que après là, quand vous aurez fini Compostelle, vous allez tenter d'aller encore plus loin, faire d'autres. C'est super parce que c'est la question. J'ai eu la question hier. Donc là, t'es préparé. A priori, oui. Alors, on va changer de moyen de transport parce que Philippines, voilà, l'année prochaine, ça va encore aller, mais d'ici quelques années, dans le chariot, ce sera clairement trop petit. Donc oui, on va changer de mode de transport, on va changer de défi. Waouh. Pour l'instant, rien n'est fixé, donc j'en dis pas plus. Ce Mais, sera voilà, en tout cas, rendez-vous, mais ça je pense s'arrêtera que pas à oui, Compostelle. non, je pense qu'il y aura quelque Waouh. chose derrière parce qu'on devient accro, mine de rien. C'est d'ailleurs Mais ce que je c'est dis ça. souvent dans les podcasts, dans tes Bah oui. podcasts, Une fois que t'as commencé. une fois Ouais. qu'on y a goûté, voilà quoi, on y retourne. Et donc plein de nouvelles aventures en perspective. Mais déjà, il faut qu'on arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle l'année Évidemment. prochaine. Mais tu reviendras dans le podcast pour nous raconter la suite. Ah, mais avec plaisir, On avec veut la plaisir. On va arriver bientôt à la fin de cet échange, mais j'aimerais beaucoup, avant qu'on se quitte, que tu nous dises ce que ça t'a apporté, toi, toute cette aventure, que ce soit avec ta fille, que ce soit de réaliser cette envie de faire Compostelle depuis des années, personnellement, professionnellement, tout ce que ça nourrit chez toi finalement. J'ai un peu envie de conclure comme je l'ai commencé, c'est-à-dire que d'expliquer que le voyage, ce défi Compostelle-Père-Fille, il a commencé en fait vraiment avant l'arrivée de Philippine, juste avant la naissance de Philippine en fait, dès la grossesse. Voilà, on sentait que ça allait être différent. Effectivement, ça s'est confirmé. Oui, vous avez un pressentiment. Oui, voilà. Puis après, derrière, les examens médicaux ont confirmé le fait qu'il y avait un problème cardiaque, puis une trisomie 21. Donc on le savait à la naissance. Donc clairement, le voyage, il a commencé à partir de là, en fait. Il a commencé à partir du moment où on est obligé de remettre en cause, ou en tout cas de voir différemment je dirais, la vie, ma vie et la vie qu'on a en tant que famille. Oui, le handicap, ça bouleverse. Oui, l'annonce du handicap, ça bouleverse. Clairement, toute ma vie, je me rappellerai de comment ça s'est passé. Et en même temps, quand je vois, c'est plus de 12 années avec Philippine, je me dis quelle chance on a en fait de pouvoir vivre ça. De toute façon, tu te dis maintenant, c'est comme ça que j'aurais voulu vivre ces 12 dernières années. Ouais, c'est vraiment chouette. Encore une fois, il s'agit pas de nier les difficultés, les opérations, le fait de pas savoir, de se projeter dans le futur, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, il y a aucune réponse qui est définitive avec Philippine. Donc c'est pas nier ça, mais c'est aussi voir que à hauteur des challenges, à hauteur des épreuves qu'il y a eu, Philippine, elle nous a apporté beaucoup, quoi. Elle m'a apporté beaucoup en tant que parent, en tant que tout simplement. Et oui, clairement, ma philosophie de la vie a clairement évolué. Et je trouve ça super de se dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, de se dire que Philippine, oui, la fragilité, oui, un chromosome en plus, oui, une différence, oui, un handicap. Mais oui, des super rencontres. Quand je vois l'interaction qu'elle a avec tous les professionnels qui s'occupent d'elle au quotidien, aussi bien du côté médical que du côté éducatif, pédagogique. Enfin, on a fait des super rencontres avec des personnes qui sont vraiment extraordinaires. Et c'est des personnes qu'on rencontre. C'est un peu galvaudé de dire ça, mais c'est quand même vraiment vrai. Mais c'est des héros du quotidien. C'est-à-dire que c'est des personnes dont on parle pas forcément, qui comme ça a priori n'ont pas la figure du héros et pourtant qui au quotidien font énormément de bien à des familles avec des enfants porteurs de handicap ou des personnes porteurs de handicap. Et de se rendre compte que on critique souvent la société dans laquelle on est. Et je vois que c'est un constat qui est souvent partagé sur Compostelle-Père-Fille. C'est-à-dire qu'on critique souvent la société dans laquelle on est, et pourtant on vit des choses extraordinaires sur le chemin. Parfois on a un peu des projections à se dire oui, le monde il devient plus comme ci ou il devient plus comme ça. Et en fait on se rend compte que il y a encore une grande part d'humanité parmi les gens qu'on rencontre sur le chemin. Pas uniquement les pèlerins, mais également les personnes qu'on rencontre totalement par hasard, qui connaissent même pas le chemin. Il y a beaucoup de gens qui nous disent mais vous faites quoi c'est quoi le chemin de Compostelle voilà. Ils connaissent pas et pourtant on a des super échanges. Donc oui, clairement, voilà, je le dis, on a la chance d'avoir une petite fille qui est porteuse d'une trisomie 21 et ça nous apporte plein de super tôt. Oui, ça a bouleversé la vie de la famille, oui, ça a bouleversé ma vie. Mais voilà, ça nous a aussi apporté plein de belles choses et donc on a j'ai la chance de pouvoir vivre ça au quotidien et encore plus sur le chemin de Compostelle. Mais merci beaucoup pour cet échange. Je suis vraiment trop contente que tu nous aies tout raconté là sur
sur tout ton parcours sur Compostelle. Et j'aimerais beaucoup que tu conclues cet épisode en encourageant des personnes à se lancer sur Compostelle. Oui, Compostelle ou ailleurs, en fait, c'est se Ouais, c'est lancer, ça. c'est se lancer en suivant son intuition, en suivant ses rêves. Mais avant, je voudrais te remercier quand même parce que, alors je sais plus à quel numéro de podcast tu as déplacé les 100, je crois, hein, Oh, je crois que 130. 113 épisodes. 113, hein, c'est ça, ouais. Bah, que à travers ça, c'est aussi à chaque fois l'opportunité pour de nouvelles personnes de se dire, bah ouais, après tout, peut-être que c'est pour moi, en fait. Peut-être que je peux me lancer, peut-être que je peux faire le premier pas. Et merci à toi de nous permettre de partager ça de manière plus large. Et à chaque fois, d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, à chaque fois dans les podcasts, les gens ne nient pas la difficulté, ne disent pas ah bah oui, on avait prévu telle chose et ça s'est passé exactement comme on avait prévu, c'est Non, idyllique, c'est super. c'est En très fait, rare. à chaque fois, bah non, non, il y a eu le confinement, non, il y a eu l'arrivée d'un enfant, non, il y a eu, enfin voilà, il y a plein de choses qui auraient pu empêcher la réalisation d'un rêve. Et pourtant, toutes ces choses-là ont participé justement à la réalisation, parfois pas du rêve de départ, mais d'un rêve en tout cas. Et en fait, ce que je pense que le message que je voudrais faire passer, c'est effectivement le fait de dire que bah, c'est le premier pas le plus dur en fait. Et je le dis avec d'autant plus de connaissances que effectivement Compostelle-Perfie, c'est le fait de marcher. Si vous savez faire un pas, bah vous pouvez arriver à Compostelle en fait. Il suffit juste de le refaire plusieurs fois. Plusieurs fois, c'est un chiffre qui est assez grand. Effectivement, on a fait plus de 1,6 million de pas pour arriver jusqu'à Saint-Jacques. Mais en fait, c'est ça que je veux dire. Le message à faire passer, c'est s'il y a quelque chose qui vous appelle, vous avez déjà la réponse. En fait, le fait de se poser la question, J'adore. vous avez déjà la réponse. En fait, vous savez qu'il faut le faire, et tout ce que vous avez à combattre, c'est vos préjugés, c'est vos peurs. Mais c'est aussi une belle façon pour vous de grandir en fait et de vous dire, bah j'ai envie d'aller vers une vie qui m'inspire. J'ai envie de faire ça. Parfois, on n'a même pas besoin de raison. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je me rappelle de ce jeune homme qui disait, je sais pas pourquoi je le fais, mais je sais que c'est important pour moi. C'est génial, je trouve, comme philosophie de se dire, bah, j'ai le courage de me dire, oui, c'est important pour moi, et donc je le fais. On a toujours plein d'excuses. Si on attend le bon moment, il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est le moment qui fera que vous allez vous décider, vous dire, bah, je fais en sorte de pouvoir aller vers mon rêve. Ça ne veut pas dire forcément le réaliser, mais c'est au moins faire un petit pas chaque jour vers ce rêve-là et atteindre un peu plus la vie qui vous inspire et surtout le fait de pas avoir de regrets, quoi. Ce serait dommage d'arriver à la fin et de vous dire, bah, j'ai toujours voulu faire ça et j'ai pas pu le faire ou j'ai pas osé le faire parce que généralement c'est plus oser que avoir la possibilité. Et donc, s'il y a un message à faire passer, c'est que osez vous mettre en chemin, osez faire le premier pas. C'est Stevenson qui disait, l'explorateur, qui disait que l'important c'est pas la destination mais c'est le voyage. Et je pense que c'est vraiment ça en fait. À la limite, la destination c'est ce qui va vous mettre en route, mais peu importe si cette destination elle évolue, ce qui va compter c'est le voyage et comment vous évoluez, aussi bien le voyage intérieur que le voyage autour du monde, sur la terre, sous la mer, sur la mer, dans les airs, peu importe. Mais le fait de se mettre en route et d'aller vers ses rêves et ce qui vous inspire. Merci beaucoup pour ton petit mot de la fin. Et puis là, tu t'apprêtes à partir donc sur le 4e tronçon avec Philippines. Donc ce sera quand pour qu'on sache quand est-ce qu'on commence à vraiment te Très suivre. exactement. Alors il y a toujours. Maintenant, je fais un petit compte à rebours sur notre page génial. Facebook. Donc notre page Facebook, hein, c'est Compostelle Perfie. Donc je fais un Il y a petit les compte liens à dans la rebours, description de voilà, l'épisode. jour après jour. Et on repart très précisément, on descend en train. Et rien que la descente en train va être une expédition, je pense. Le 14 juillet. Et on recommence à marcher le 15 juillet au matin. Wow, ok. Et donc on vous donne tous rendez-vous. Et on vous embarque avec nous dans le chariot. Il y a plein de places dans le chariot, il n'y a pas de problème. On vous amène avec nous. C'est illimité. Voilà. Grâce à la magie des réseaux. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Cyprien. Adèle, un grand merci à toi et puis bonne continuation. Merci, à très vite. À très vite. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast.
Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.